Le président Abdourahmane Tchani a délivré pendant 5 heures et 44 minutes une interview monumentale, une interview magistrale sur la RT Sahel, la télé Sahel. Il était interviewé par le journaliste Abdoulaye Tiemoro. Pendant près de 6 heures, le président Abdourahmane Tchani a procédé à l'examen des questions de politique intérieure et des questions de politique internationale. Dans l'analyse que je propose de cette interview ce dimanche 15 février 2026, je voudrais essentiellement me focaliser sur les questions de politique internationale. Ces questions nous intéressent éminemment, d'abord parce qu'elles recouvrent plus largement la problématique sahélienne, celle de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Mais ces questions nous intéressent aussi parce qu'elles nous permettent de comprendre la situation de l'Afrique dans la géopolitique mondiale en ce moment crucial de février 2026. Je commencerai par faire quelques observations sur la forme de l'interview avant de m'intéresser au fond. Et je dis que je laisserai de côté les parties de l'interview qui concernent les questions nationales, les questions de politique intérieure, et j'aborderai essentiellement dans cette analyse, dans cette interprétation, dans cette réappropriation, le traitement des grandes questions internationales sahéliennes, africaines, des grandes questions géopolitiques internationales par le président Abdourahmane Tchani. Alors, commençons par faire des observations sur la forme. Toute Africaine, tout Africain, sain d'esprit et relativement sain de corps, ne peuvent que se réjouir de voir la qualité de la conversation qui s'est tenue entre le chef de l'État nigérien et le journaliste Abdoulaye Tiemoro. Cette conversation était de très grande qualité. Pourquoi? Premièrement, parce que manifestement, le président Abdourahmane Tchani a permis aux journalistes de poser toutes les questions que les Nigériens se posent. De poser toutes les questions que les Africains se posent. C'était littéralement une interview sans filtre. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que, en sa qualité de conseiller spécial du président de la République du Niger, Abdourahmane Tchani, le journaliste Abdoulaye Tiemoro le caressa dans le sens du poil. Il n'en a pas été question pendant les 5 heures 44 minutes de l'interview que j'ai suivie. Avec beaucoup de respect, mais en même temps avec beaucoup de pugnacité, le journaliste Abdoulaye Tiemoro a posé au président de la République du Niger toutes les questions possibles. D'abord portant sur la politique nationale, la politique intérieure, et aussi sur la politique internationale. De l'autre côté, j'ai été impressionné non seulement par le calme, mais par la maîtrise des questions et donc des réponses que le président Tchani a données. De toute évidence, le président Tchani est un homme qui travaille ses dossiers et c'est un homme qui mobilise une très grande érudition, une très grande diversité de connaissances, une mémoire phénoménale des lieux, une mémoire phénoménale des hommes, une mémoire phénoménale des séquences historiques, des espaces, des territoires. Tout cela a donné à l'interview une dimension incontestable de masterclass, de géopolitique et de géostratégie. Toujours sur le plan de la forme, manifestement les deux hommes, le chef de l'État nigérien d'un côté et d'autre part, le journaliste Abdoulaye Tiemoro, ne se sont pas gênés de regarder la montre. Il y a dans cette interview monumentale la volonté de donner au président Tchani l'occasion d'expliquer en profondeur chacune des questions posées. Les deux personnages de cette rencontre, de cette conversation, par questions et réponses, n'avaient cure du temps. Et là, je fais ma 4e observation sur le point de la forme. Mais nous aussi qui avons regardé ces 5 heures et 44 minutes d'interview en totalité,
nous n'avons jamais eu cure du temps. Ceux qui ont participé au direct de cette interview ont relevé la tête de leur écran de télévision, de leur ordinateur, de leur téléphone, 5h44 plus tard, avant de se rendre compte qu'ils avaient passé presque 6 heures de temps à écouter le président Tchiani. Pourquoi le temps n'a-t-il pas compté? Le temps n'a pas compté parce que cette interview était installée dans le domaine de la vérité, le domaine de la sincérité. C'était une interview sans langue de bois, de part et d'autre. Les questions du journaliste étaient des questions claires, des questions précises, des questions incisives, mais des questions posées avec toute la politesse et toute la respectabilité qui est due aux fonctions de l'illustre interviewé. Les réponses du président Tchiani ont été elles aussi d'une clarté d'eau de roche. À plusieurs moments d'ailleurs, il a insisté pour dire que lui, il n'est pas diplomate. Autrement dit, qu'il n'a pas reçu une formation à la langue de bois. Que pour sa part, un chat est un chat, un chien est un chien, un cheval est un cheval, et on n'a pas besoin de les appeler par des circonlocutions verbales pour échapper à la réalité. Voilà pour ce qui est de la forme de l'entretien. On peut espérer que dans tous les pays africains, des journalistes d'État aient la liberté de questionner les chefs d'État, comme le journaliste Abdoulaye Tchemogo a pu questionner le président Abdourahmane Tchiani. De la même façon, en tant qu'Africains, nous ne pouvons que souhaiter que tous les chefs d'État africains aient le courage de se confronter à un questionnement sur leur gestion intérieure et leur gestion internationale dans les chaînes de télévision nationales africaines. Malheureusement, vous le savez, les rares fois qu'on a l'impression que les journalistes posent des questions qui fâchent, posent des questions qui s'imposent aux dirigeants africains, c'est souvent lorsque des journalistes étrangers, missionnés par leur puissance pour questionner les dirigeants africains, les mettent à la question. C'est à ces rares occasions, lorsque France 24, lorsque RFI, lorsque Le Monde, etc. ont la permission de Paris d'aller torturer un de ces valets africains, c'est à ces rares moments qu'on voit un chef d'État africain dans l'obligation de rendre compte. Eh bien, la communication politique au Niger, au Burkina Faso et au Mali montre qu'il est tout à fait possible d'être journaliste de l'État, d'être un communicant de l'État, d'avoir même de grandes responsabilités étatiques et de conduire une interview honnête, une interview courageuse, une interview claire, sans jamais manquer de respect à celui que l'on interroge. Puisse, la conversation, l'interview entre le journaliste Abdoulaye Tchemogo et le président de la République du Niger, son Excellence, le général d'armée, Abdourahmane Tchiani, servir de modèle à la communication politique en Afrique contemporaine. Passons maintenant à la deuxième partie de mon intervention. Qu'est-ce qui m'intéresse ce dimanche 15 février 2026 dans l'interview que j'ai honnêtement écoutée par 2 fois? Ce qui m'intéresse et dont je voudrais parler, ce sont les aspects concernant la politique internationale. On le sait très bien, dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, la base 101 de Niamey et l'aéroport de Niamey ont été l'objet d'une attaque virulente. Des groupes terroristes sponsorisés par les puissances de l'OTAN, attaque qui avait pour but de priver, on le sait désormais, le Niger de toutes ses capacités aériennes afin de rendre facile son invasion par voie terrestre. Ce qui permet à certains de comprendre d'ailleurs pourquoi le président Abdourahmane Tchiani sonne la mobilisation générale de son peuple. Car l'attaque de Niamey n'est pas un fait isolé. Il s'agit de l'une des pièces du puzzle de la déstabilisation et du Niger et de l'Alliance des États du Sahel. D'autant plus que les ennemis de l'Alliance des États du Sahel partent du principe
qu'il leur suffirait de faire tomber l'un des régimes, eh bien, sahéliens, pour que les autres, eh bien, tout naturellement, s'effondrent à leur tour dans un effet domino, tel un château de cartes. Donc, le président Abdourahmane Tiani organise ses interventions sur la politique internationale du Niger à partir du fait brut de l'attaque terroriste du 29 janvier 2026. Alors, pourquoi choisit-il de reparler de cette attaque? Parce que les révélations qu'il a faites à propos des sponsors, des véritables auteurs de cette attaque, accusant nommément le président français Emmanuel Macron, le président du RHDP au pouvoir en Côte d'Ivoire, Ouattara Dramane, le président du Bénin, Patrice Talon. Lorsque le président Abdourahmane Tiani les a accusés, il s'était contenté de les pointer du doigt et n'était pas allé dans des détails permettant d'étayer en effet ces accusations. Même si, connaissant le pédigré des trois entités visées, on n'avait pas de doute qu'elles soient nécessairement impliquées dans toute la déstabilisation terroriste que connaît le Sahel aujourd'hui. Alassane Dramane Ouattara, on le sait, c'est incontestable. C'est le plus grand déstabilisateur d'Afrique de l'Ouest exerçant le pouvoir. La plupart des déstabilisations que l'Afrique francophone a connues ont été pilotées par la France, ça c'est évident. Quant à Patrice Talon, il a multiplié des actes offensifs et offensants, publics, indiquant sa volonté de participer à la déstabilisation du Niger. Le président Tiani va prendre le temps de rappeler ces actes afin de battre en brèche la théorie de la jalousie. Donc, le président Tiani est revenu, en fait, sur l'attaque du 29 janvier 2026 pour documenter l'accusation, pour apporter des preuves à l'accusation. Et je tiens à vous dire que de nombreux journaux de la presse française reconnaissent aujourd'hui que les preuves que le président Abdourahmane Tiani sont suffisamment précises pour être troublantes. Voilà ce qu'on lit dans plusieurs journaux à Paris. Après l'interview du président Abdourahmane Tiani pendant 5 heures et 44 minutes avec le journaliste Abdoulaye Tiemoro, que je salue. On reconnaît que cette fois-ci, le général d'armée Abdourahmane Tiani a fait fort. En quoi a-t-il fait fort? Parce qu'il a redoublé de précision, de rigueur et de vigueur. Avant d'aller plus loin, pour voir comment le président Abdourahmane Tiani a administré la preuve de la responsabilité de la France de Macron, de la Côte d'Ivoire de Ouattara et du Bénin de Talon dans la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest en général, du Niger en particulier, il faudrait qu'on parle un peu des règles de la démonstration scientifique. Vous savez, dans l'histoire de la philosophie des sciences, on a opposé pendant très longtemps deux écoles. Quand il faut répondre à la question de savoir comment peut-on s'assurer qu'un énoncé particulier est un énoncé scientifique? Qu'est-ce qui prouve qu'une théorie est véritablement scientifique? Selon l'école vérificationniste, une théorie est scientifique lorsque les faits énoncés par la théorie peuvent être vérifiés par l'expérience. Vous notez que ça, c'est la théorie vérificationniste. Dans l'histoire de la philosophie occidentale, l'un des plus grands défenseurs de la théorie vérificationniste s'appelle David Hume. David Hume, auteur d'un essai sur l'entendement humain, explique que toute connaissance repose sur l'expérience. Et que c'est l'expérience qui est la pierre de touche de toutes les idées vraies. Une idée n'est vraie que si on peut montrer une expérience qui lui correspond. Sans quoi, il s'agit de mots ou de concepts vagues. David Hume défend une philosophie qu'on appelle l'empirisme.
Empirisme vient du grec empiria, qui veut dire expérience. David Hume est le défenseur de la théorie de la connaissance par l'expérience, la théorie empirique. Seulement, cette thèse qui dit qu'une théorie scientifique est scientifique parce qu'elle est vérifiée, elle se heurte à une critique facile, à des limites aisées à comprendre. La critique la plus facile qui remet en cause le vérificationnisme et qui prouve que ce n'est pas parce qu'on a vérifié un fait que la théorie qui a annoncé ce fait est scientifique. Le fait est le suivant, c'est que aucune théorie scientifique ne peut être vérifiée dans l'absolu. Vous ne pouvez pas vérifier une théorie scientifique pour la totalité des cas possibles, parce qu'il y a une infinité de cas possibles. Et la vie très brève du savant, du scientifique, la vie très brève même de la société humaine, et même la vie brève de l'État dans lequel vivent les savants, sont telles qu'il est impossible de vérifier tous les cas possibles d'une théorie. Parce que, en fait, d'abord, il y a une infinité de cas, les nombres ne s'arrêtent jamais, et que personne n'a la possibilité de vérifier à l'infini. Donc, au XXe siècle, il y a un autre philosophe, lui, il est autrichien et britannique, il s'appelle Karl Popper. Karl Popper va remettre en cause la théorie vérificationniste de Hume, montrant que Hume, par exemple, en fait, confondait la science avec la religion. Parce que les prévisions de l'horoscope sont aussi parfois vraies. Les prévisions de nos devins, de nos charlatans des quartiers, parfois sont vraies. Mais est-ce que cela prouve que l'horoscope est scientifique et ou que les charlatans sont des scientifiques? Oh que non. Il s'agit là de coïncidences qui sont liées au fait que le charlatan et l'horoscope font des prévisions suffisamment générales pour ne jamais être prises en défaut. Donc en fait, Karl Popper va remettre en cause l'idée que la connaissance scientifique se caractérise par le fait que ces théories sont vérifiées. Puisqu'on ne peut pas vérifier dans l'absolu une théorie. Mettons, on vérifie une théorie pour 200 millions de cas, même pour 200 milliards de cas, il restera 1000 milliards de cas non vérifiés. Bon, si on vérifie une théorie pour 1000 milliards de cas, mais il restera 100 000 milliards de cas non vérifiés. Hein, il y aura des milliers de milliards de cas non vérifiés. Donc, il n'y a aucune théorie scientifique qui puisse être vérifiée dans l'absolu, c'est-à-dire dans la totalité des cas possibles. Dans la totalité des cas possibles. Alors, Popper dit, je suis à la recherche d'un autre critère. Un critère qui me permette de dire qu'une théorie est scientifique sans tomber dans le piège du vérificationnisme. C'est-à-dire de l'école qui pensait que, à la manière de Hume, une théorie est dite scientifique quand on peut constater que ce qu'elle dit arrive. Bon. Quel est le critère que Popper, lui, il va trouver? Il va élaborer un critère qu'il appelle le critère de falsifiabilité, du verbe falsifier. C'est-à-dire que pour Karl Popper, une véritable théorie scientifique est une théorie qui est tellement précise, elle est formulée d'une manière tellement précise qu'il est possible de la prendre en défaut, en démontrant que ce qu'elle a prévu est faux. C'est-à-dire que plus une théorie est extrêmement précise, plus elle est scientifique. Pourquoi? Parce qu'elle risque d'être falsifiée. C'est ce qu'il appelle le principe de falsifiabilité. Donc, une théorie scientifique est une théorie qui résiste aux tentatives de montrer qu'elle est fausse, jusqu'à ce qu'une autre théorie, qui est plus précise qu'elle, prenne sa place. Et dans l'histoire des sciences, eh bien, on connaît des théories qui ont été remplacées par d'autres parce que les nouvelles théories ont découvert les limites des précédentes après les avoir falsifiées. Alors, le président Abdourahmane Tiani, dans sa démonstration donnée au journaliste Abdoulaye Tiemogo, a précisément appliqué le principe de falsifiabilité de Karl Popper. Écrivez ça. C'est-à-dire que le président Tiani ne s'est pas contenté de dire que ce qu'il dit est vrai, parce que c'est vérifié. Non. Il a dit que ce qu'il dit est vrai, parce que chacun peut prendre le risque d'aller démontrer que lui, Tiani, se trompe. Il a donné donc des éléments de falsifiabilité de sa théorie. Il a dit, voici une série de faits précis et rigoureux. Si jamais ces faits précis et rigoureux ne sont pas vérifiés, alors j'ai tort. Mais s'ils sont vérifiés, alors j'ai raison.
Donc le président Tiani applique ici le principe popérien de la falsifiabilité. Il a été tellement précis cette fois-ci que les journalistes de la presse d'investigation française se sont tous mis à se gratter la tête en disant là c'est trop précis. Les données que le président nigérien a délivrées pendant l'interview sont d'une telle précision qu'on ne peut pas ne pas prendre au sérieux ce qu'il a dit. Voilà ce que la presse française écrit. Et vous voyez la réaction du Bénin et de la Côte d'Ivoire, de Ouattara et donc du Bénin de Talon, depuis l'interview. Cette fois-ci, le président Tiani a donné les éléments de falsifiabilité. C'est-à-dire, il a donné tout ce que celui qui doute de lui peut contester. Et par là aussi, il a bloqué le radotage des gens de Ouattara, des gens de Talon ou des gens de Macron, qui littéralement ne peuvent plus se tirer d'affaire avec un tel degré de précision dans la formulation de l'accusation. C'est très grave. En fait, les juges français, les juges ivoiriens, s'ils étaient indépendants, les juges béninois, s'ils étaient indépendants, devraient déjà se saisir de cela pour haute trahison contre le président français Emmanuel Macron. Le président fantoche de Côte d'Ivoire, Ouattara Draman, ou l'autre président fantoche du Bénin, eh bien, Patrice Talon. Si les magistrats étaient véritablement libres dans ces pays, les faits et les précisions millimétrées déployées par le président Abdourahmane Tiani sont de nature à constituer un dossier pour haute trahison. Pour haute trahison contre la France par Macron, haute trahison contre la Côte d'Ivoire par Ouattara, haute trahison contre le Bénin par Talon. Car ce qui leur est reproché a été fait au mépris de la loi française, de la loi ivoirienne et de la loi béninoise. Ce qui leur est reproché, c'est de participer littéralement à une association de terrorisme international. Et cela n'est autorisé ni par la loi française, ni par la loi béninoise, ni par la loi ivoirienne. En fait, si ces pays étaient encore ou avaient jamais été finalement des états de droit, ces individus seraient déjà pris en chasse par des enquêtes et par des procès de la haute cour de justice. L'équivalent de la haute cour de justice dans chacun de ces pays, parce que les faits qui leur sont reprochés sont graves. Donc, voilà sur le point, d'un point de vue méthodologique, la puissance de l'interview du président Tiani réside dans son extrême précision. Le président Tiani a accepté de prendre le risque d'être pris en défaut. Il a dit cette fois-ci, je vais être tellement précis que si quelqu'un parvient à démontrer qu'un seul des détails que j'ai donné est faux, alors j'ai tort. Et depuis qu'il l'a fait, silence, on fait le mort. On fait le mort à Paris. Silence, on fait le mort à Cotonou. On n'a plus sorti le fameux hypnotiseur de serpents, Wilfried Léandre Humbedi, pour venir dire sa théorie de la jalousie, qui a d'ailleurs été magnifiquement battue en brèche par le président Abdourahmane Tiani. Quant à Amadou Koulibaly, dit Hams, dit le petit Michelin, eh bien, on attend ses prochaines bourdes pour tenter de faire face, eh bien, à la masse nucléaire de preuves atomiques administrées par le président Abdourahmane Tiani. Maintenant, je vais entrer dans les arguments et les preuves précises qu'il a données, pour que vous vous rendiez compte que l'enjeu de cette interview pour le président Abdourahmane Tiani, c'était de rendre impossible le doute à propos des graves accusations qu'il a formulées le 29 janvier 2026. Alors, d'abord, le président Tiani, moi j'ai été très admiratif du travail qu'il a fait pour ressusciter le peuple nigérien dans sa véritable dimension historique. Excusez-moi. C'est le rhume d'Harmattan à Bamako. Alors, le président Tiani a commencé par ramener le peuple nigérien à sa réelle dimension historique. On a tendance, nous en Afrique, à définir nos nations, nos peuples à partir de 1960. Quand on va même très loin, on parle de l'histoire de nos pays respectifs à partir de la rencontre avec l'Occident.
C'est un vieux défaut intellectuel de la majorité des Africains de raconter leur histoire toujours à partir du regard de l'autre, à partir du moment où l'autre les a vus. Dans la plupart des pays africains, les programmes d'études de l'histoire nationale du pays se focalisent autour de la période négrière, de la période coloniale, de la période post-coloniale. Or, la plus grande partie de l'histoire africaine, la plus immense et la plus glorieuse partie de l'histoire africaine précède la période de la traite des nègres. Elle est placée longtemps avant le 16e, 17e siècle. Ce que le président Tiani a fait, c'est d'amener les Nigériennes et les Nigériens et de nous amener tous Africains à reprendre confiance en la mémoire longue de notre civilisation. On ne peut pas faire face au néocolonialisme, à l'impérialisme, avec une mémoire courte. Parce que quand vous avez la mémoire courte, les puissances négrières, les puissances coloniales, les puissances néocoloniales et impérialistes paraissent avoir une mémoire plus longue que vous. En effet, si je suis Camerounais et que je considère que l'histoire du Cameroun commence lorsque le Carthaginois Hanon découvre le char des dieux, c'est-à-dire le mont Cameroun, sur les flancs du Cameroun, eh bien, l'histoire de mon pays natal, le Cameroun, va donc dépendre du point de vue du pays du Carthaginois. Elle va dépendre du point de vue de l'étranger, hein, c'est-à-dire de l'Occident qui prétend avoir découvert mon pays. Donc en fait, l'histoire du Cameroun va devenir à partir de là une succursale, un sous-ensemble de l'histoire générale de l'Occident. Si moi qui suis né au Niger, je pense l'histoire du Niger à partir de 1958-1960. Mais les dates là, 1958-1960, sont des dates de l'histoire politique nigérienne en rapport avec l'histoire du colonialisme français. C'est-à-dire que plus nous avons la mémoire courte, plus il est facile de nous laisser manipuler par les puissances négrières, par les puissances coloniales, par les puissances néocoloniales et impérialistes. Il faut donc que nous fassions tous l'effort de nous reconnecter avec la mémoire longue et profonde de nos peuples. C'est ce qu'a fait le président Tiani. Il a amené les Nigériennes et les Nigériens à se rendre compte qu'ils sont un peuple ancien, plus ancien que le peuple français. Parce qu'en fait, dans la manière dont on a éduqué les Nigériens, instruit les Nigériens et tous les autres Africains en Afrique francophone, nos nations découlent de la France. La France, en tant que puissance coloniale, aurait bâti l'Afrique francophone. Donc, avant l'Afrique francophone, qu'est-ce qu'il y avait en Afrique? Essentiellement des sauvages, des primitifs. On a fait écrire dans l'hymne national du Cameroun, « Autrefois, tu vécus dans la barbarie ». C'est-à-dire qu'on est donc amené pour résister contre le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme. D'abord, il faut se doter d'une mémoire longue, d'une mémoire plus longue que le colon. Bon, alors, quand on étudie l'histoire longue du territoire nigérien, on peut remonter jusqu'au Paléolithique, a rappelé le président Abdourahmane Tiani. C'est-à-dire à 2 600 000 ans, voire 3 600 000 ans dans le passé. Et là, on trouve des traces de vie de peuples africains dans le Sahara et dans l'Aïr, et notamment dans la période du néolithique, entre les années 9000 et 10 000, on retrouve des traces de pratiques agricoles, la maîtrise du cheval, de la vache, la maîtrise de tous les animaux domestiques. Tout cela est reproduit sur les peintures rupestres. On retrouve la maîtrise des armes, les arcs, les flèches, la poterie, les bracelets. On retrouve la maîtrise de la technique du bronze, la technique d'extraction du cuivre. Et le président Abdourahmane Tiani de dire, il y a 10 000 ans, il n'y avait pas la France. La première organisation, qui est l'embryon de la France actuelle, date de la fin du 5e siècle, 481. Le territoire nigérien, rappelle l'érudit Abdourahmane Tiani, est la porte d'entrée vers tout l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest. Citation, nous sommes un peuple ancien, nous ne sommes pas n'importe qui, et n'importe qui ne peut pas nous piétiner. Donc l'acte 1 du président Abdourahmane Tiani
c'est de rappeler aux Nigériennes et aux Nigériens et aux Africaines et aux Africains que nous sommes les plus anciens peuples du monde. L'histoire du monde doit commencer par nous. On doit raconter l'histoire du monde à partir de l'Afrique, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité. Or, on raconte encore aujourd'hui l'histoire de l'Afrique à partir du point de vue des puissances négrières, des puissances coloniales, des puissances néocoloniales et impérialistes. C'est le monde à l'envers, c'est l'histoire à l'envers. Le président Abdourahmane Tiani va prendre le temps d'explorer les différents empires et royaumes qui se sont développés dans le territoire nigérien actuel. Il parle de l'empire du Kanem Bornou, il va parler du royaume du Mangeri, du royaume du Mouyo, il va parler du Sosabaki, et il va décrire les différents Lawali, les Kaigama et les Kazel qui ont régné, expliquant même qu'il maîtrisait la technologie des canons et des fusils très tôt. Il va vraiment montrer à quel point il a pris le temps d'habiter l'histoire longue de son pays. Il va nous parler du royaume du Kassan Mazumi. Il va rappeler aux Nigériens qu'un jour leur peuple a donné un grand pharaon à l'Égypte noire. Et l'islam arrive en 622, alors que la grande histoire du Niger a déjà eu lieu. Il rappelle que les sphinx qu'on voit en Égypte, les sphinx qui sont les statuettes symboliques de la sagesse de l'Égypte ancienne, mais on en retrouve dans le monde ancien à Simundu, au Niger. Et de parler de l'empire Songhai, rappelant ainsi que le Niger est donc une civilisation de plusieurs milliers, même millions d'années, rappelant ainsi qu'en fait, les Nigériens ne doivent pas se penser à partir de la présence des négriers, de la présence des colonisateurs ou de la présence des néocolonisateurs ou impérialistes avec leurs terroristes. Les Nigériennes, les Nigériens, les Africaines et les Africains doivent se penser à partir de leur grande civilisation antique. Voilà pourquoi il est extrêmement important pour toute Africaine, tout Africain d'avoir lu entièrement l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Le professeur Cheikh Anta Diop a consacré toute sa vie à déterrer et à exhumer le passé lointain de la civilisation négro-africaine. Ce que Cheikh Anta Diop a fait, c'est qu'il nous a rendu notre passé pour que nous soyons les maîtres de notre présent et de notre futur. Celui dont le passé est dicté par la présence de l'autre ne peut pas sortir de la domination de l'autre. Pour que, précisément, tu sois capable de résister à la domination de l'autre, il faut lui arracher ton passé. Car ton passé, toi, Africaine, Africain, ne se réduit pas au regard de l'Européen, au regard de l'Américain, au regard de l'Asiatique sur toi. Ton passé, c'est ce que tu sais de tout ce qui s'est passé dans ta propre histoire, dans ta propre civilisation, indépendamment du point de vue de ses ennemis. Ça a été un moment monumental. Le président Abdourahmane Tiani a pris le temps de donner goût aux Nigériens d'étudier l'histoire de leur pays. Donner goût aux Nigériennes de lire les bons livres, de se réconcilier avec la mémoire longue. Car quand vous avez la mémoire longue, quelqu'un qui est issu d'une puissance à la courte mémoire, ou en tout cas une puissance qui est née après toi, cette personne-là ne peut pas t'imposer ses quatre volontés. Ceci permet de comprendre au passage pourquoi l'Iran ne se soumet pas aux États-Unis. L'Iran est né longtemps avant les États-Unis. Les États-Unis sont une civilisation d'enfants comparée à l'Iran. L'Iran, c'est une civilisation ancienne. L'Iran est littéralement représenté par Ali Khamenei. L'Iran, c'est le vieillard. C'est une civilisation qui s'est civilisée depuis très longtemps. Les Américains n'étaient même pas encore nés. L'idée même d'Amérique n'était pas encore née, que la Perse existait déjà. Mais comment voulez-vous que Donald Trump, qui est le porteur de cette civilisation hâtive, de ces 200-300 dernières années, ce bricolage civilisationnel fait de bribes, de la colonisation européenne en Amérique, de récupération perlée des traditions indigènes, de ce qu'on a appelé les Indiens, comment vous pensez pouvoir opposer cela au bloc perse, qui est là depuis pratiquement 2000 ans? Donc, vous comprenez pourquoi le vieux Ali Khamenei regarde Donald Trump comme un garnement. Vous comprenez pourquoi l'Afrique, qui a repris conscience d'elle-même, se rend compte qu'Emmanuel Macron est simplement un président qui est un enfant attardé. De lui, on doit dire que c'est un enfant
qui a les clés de la cité. Or, malheur à la cité dont le prince est un enfant. Revoyez bien tous les qualificatifs des dirigeants africains qui ont pris leur distance avec Macron. Vous vous rendez compte que ces dirigeants se rendent compte que Macron est le représentant d'une civilisation dégénérée. Il est le représentant d'une civilisation sans racines. Il est le représentant d'une civilisation qui ne distingue plus le bien du mal. L'homme de la femme. La famille de la non-famille. L'ordre du désordre. Le juste de l'injuste. Une civilisation confusionnelle. Où il y a des individus qui disent qu'ils ne savent pas à quel sexe ils appartiennent. Oui! C'est cela que représente justement Macron. Et c'est pour cela qu'il y a un tel fossé entre lui et les dirigeants africains convenablement éduqués. Parce que lui, il n'a pas de valeur. C'est un nihiliste, Macron. Alors que l'Afrique a préservé dans la vérité, la justice et la solidarité 3 valeurs potomitantes avec lesquelles elle est en train de se refonder. Donc le premier acte du président Abdourahmane Tiani aura été cet acte de restauration de la mémoire longue. Une fois qu'il a restauré la mémoire longue, alors il s'est appliqué à démontrer et à donner des preuves précises, que ces accusations contre la France, contre le Bénin de Patrice Talon, ou contre le régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, n'étaient pas des accusations en l'air, mais des accusations documentées. Le président Tiani s'est mué en docteur des preuves. D'abord, il nous a donné un cours d'histoire sur l'histoire de l'exploitation de l'uranium au Niger. Avant de parler spécialement de l'incident, de l'attentat du 29 janvier, le président Tiani, parlant de la France, a remis, pour ainsi dire, l'église au centre du village. L'affaire de l'uranium. Le président Tiani nous rappelle que l'uranium a été découvert au Niger, en 1959, lors des prospections, et il a été découvert en même temps que le cuivre pur. Mais que le 24 avril 1961, un décret français était pris par De Gaulle pour dire que le Niger accepte et facilite aux forces de défense et de sécurité françaises le stockage des matières premières stratégiques du Niger dans le cadre de l'entretien de la défense de la France. Ces accords du 24 avril 1961 prévoyaient la limitation de l'exportation de ces minerais stratégiques par le Niger et même leur interdiction par la France qui, de fait, en prétendant reconnaître l'indépendance du Niger, la niait par là même. Donc le président Tiani nous rappelle cette période autour donc du 24 avril 1961. Le décret français s'approprie le sous-sol nigérien. Au moment même où De Gaulle prétend proclamer l'indépendance du Niger, comme celle des autres territoires sous tutelle française d'Afrique, ou des autres colonies françaises d'Afrique, la France prend de l'autre côté, par des accords iniques, trompeurs, par des accords asymétriques, des accords mystificateurs, des accords d'arnaque. La France vole la souveraineté des pays africains en proclamant leur indépendance. Une duplicité sans nom. Alors, le président Tiani est actuellement le maître de l'archive du Niger. Il nous rappelle qu'en 1967, le président Hamani Diori écrit à Jacques Foccart. Il lui écrit le 13 novembre 1967 en lui disant « C'est pas normal que la France, à travers le centre d'études énergétiques et atomiques, ce n'est pas normal que la France mette la main entièrement sur notre minerai. » Réponse le 15 novembre 1967 par Foccart. Foccart dit au président nigérien Hamani Diori qu'il devrait s'estimer heureux que le centre d'études atomiques, d'énergie atomique français exploite l'uranium du Niger. Que Hamani Diori devrait remercier la France, remercier le ciel même que la France daigne accepter d'exploiter le pourri uranium du Niger, parce que c'est un honneur que la France fait au Niger. Le 20 novembre 1968, il n'est pas satisfait.
Hamani Diori écrit à De Gaulle pour se plaindre de ce que le comité à l'énergie atomique français est en train de mettre complètement la main sur toutes les réserves du sous-sol nigérien. De Gaulle promet d'y faire quelque chose, mais il est contraint de quitter le pouvoir après un référendum en sa défaveur. Et le président Hamani Diori va continuer son plaidoyer auprès du président Pompidou. Pompidou, lui aussi, ne changera rien. Bref, en fait, à partir de 1961, nous dit le président Tchiani, la France met la main sur l'uranium nigérien, sur le sous-sol nigérien, et l'exploite gratuitement. Quand il y a des propositions de compagnies allemandes et italiennes, quand il y a des propositions de compagnies japonaises pour aider le Niger à bénéficier davantage de son minerai, c'est la France qui va saboter le multilatéralisme économique du Niger. Donc, de 1961 à 2023, la France disposait gratuitement, en fait, du minerai nigérien. C'est elle qui en faisait le partage. D'ailleurs, j'ai fouillé dans les archives de la presse internationale. Il est même précisé que la France se classait parmi les pays producteurs d'uranium. Expliquez-moi comment la France peut se classer parmi les pays producteurs d'uranium si, au préalable, elle n'a pas nié la propriété de l'uranium du Niger par le Niger. Pour que la France se soit classée pendant plusieurs décennies pays producteur d'uranium, il a fallu que le sous-sol nigérien ait été en réalité privatisé par la France ou nationalisé pour la France, ce qui est un scandale. Le 26 juillet 2023, le président Abdourahmane Tchiani et ses compagnons mettent fin à cette ignominie. Et à cet instant précis, nous rappelle le président Abdourahmane Tchiani, il y avait 156,231 tonnes d'uranium qui avaient été exploitées par Orano, qui avait été tiré du sol nigérien par Orano. La convention qui lie Orano à l'État du Niger disait que Orano récupère 63,4% de l'uranium qui est extrait du sol nigérien. Donc, on doit faire 63,4% des 156,231 tonnes. Et c'est seulement cela qu'on peut donner à la France. Entendu que c'est avec elle que les 156 tonnes avaient été extraites. Par contre, quant aux milliers de tonnes d'uranium qui ont été extraits par les entreprises nigériennes d'État sous l'égide de l'État du Niger, le président Tchiani rappelle tranquillement que cela appartient au Niger et que le Niger le vendra à qui il veut et en tirera tout bénéfice comme il le souhaite. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est la démonstration qui a été faite. Premièrement, de la clause dolosive de 1961 ayant permis à la France de mettre la main sur l'uranium nigérien. Cette clause de 1961 est nulle et de nul effet, car personne ne peut considérer comme un acte de droit l'auto-octroi de la possession du sol d'un pays étranger par une puissance coloniale. Maintenant, restons toujours sur la France. Le président Tchiani va sérieusement s'occuper de démontrer que la France, sous Emmanuel Macron, s'est fortement impliquée dans la déstabilisation du Niger. Il va établir une chose, c'est qu'à l'international, la France s'est systématiquement opposée aux intérêts du Niger. Il donne un exemple, l'exemple de l'eau de Zender. La France a mis son veto contre l'option de donner de l'eau au Niger. Sur le plan médiatique, la ligne officielle française consiste à traiter matin, midi et soir le président Tchiani, le président Traoré, le président Goïta de putschistes, de putschistes, de putschistes. Mais le président Tchiani rappelle opportunément à Emmanuel Macron que lui-même, Macron, est un gros putschiste. Pourquoi? Parce que depuis très longtemps, il n'a pas de majorité parlementaire et il gouverne la France en utilisant l'article 49.3 de la Constitution, un article au forceps qui est devenu la règle alors que c'est un article qui devrait être l'exception.
et de dire, nous sommes donc tous des putschistes avec Macron. Alors, si Macron pense que Tiani est un putschiste, Tiani lui dit qu'il est aussi un putschiste. Et que tant qu'ils vont rester dans cette terminologie, eh bien, du mépris, elle leur sera renvoyée tout naturellement. Alors, toujours sur la France, vous allez voir les nombreux détails concernant le rôle de la France dans cette affaire qui vont apparaître lorsque le président Abdourahmane Tiani va entrer dans les détails du rôle du Bénin et du rôle de la Côte d'Ivoire dans la déstabilisation de son pays. Alors, commençons par le Nigeria. Quand il va parler du Nigeria, quand il va parler du Bénin, quand il va parler de la Côte d'Ivoire, il en profitera pour parler précisément de la France et pour accuser précisément Emmanuel Macron. Donc, il rappelle d'abord que les 2 au 3 janvier 2026, une équipe d'agents français, il donne la date, 2-3 janvier 2026, une équipe d'agents français s'est réunie dans le Zamfara. Cette réunion s'est tenue dans la forêt de Rougourou. Il y avait 5 Français, plus un certain Maliki de Chirgué, connu pour être un grand tortionnaire, un grand criminel. Il y avait des individus du genre Abdoula Kanyi, il y avait Adonalourou, il y avait Black Jaja. Tout ce monde-là était rassemblé. Quel était l'ordre qui leur a été donné lors de cette réunion, 2-3 janvier 2026? Reprendre les hostilités contre le Niger. Donc, premier fait souligné par le président Abdourahmane Tiani contre la France, il donne la date du 2 au 3 janvier 2026. Dans le Zamfara, dans la forêt de Rougourou, et il donne le nombre. Ça, ce sont les informations qui ont complètement troublé la DGSE française, qui ne s'attendait pas à ce que le président Tiani soit capable de préciser. Et ça renvoie ici à la méthode falsificationniste dont je vous ai parlé. Et le président Tiani, au passage, de rappeler que quand tu mets un scorpion dans ta bouche, il faut savoir où garder ta langue. Ça, il s'adresse aux Nigériens. De la même façon que quand tu mets un serpent dans ton vêtement, il faut savoir ce que tu ne voudrais pas qu'il morde. Le président Tiani rappelle à l'envers du Nigeria qu'il y a plus de réfugiés nigérians au Niger que nigériens au Nigeria. Les réfugiés du nord du Nigeria remplissent les villes de Difa, de Maradi, de Tawa, de Zender, de Dosso, de Niamey. Le président Tiani en profite pour rappeler au Nigeria qu'il l'avait déjà mordu avant. Est-ce le Niger qui a créé la guerre du Biafra entre 1967 et 1970? Je vous rappelle que la guerre du Biafra a été alimentée par la France. De Gaulle et Foccart. Ce sont eux qui sont derrière la guerre du Biafra au Nigeria. Ils étaient les principaux soutiens du lieutenant-colonel Emeka Ojukwu. Est-ce la France qui a créé en 1979 un certain Maïta Sini qui a fait des centaines de milliers de morts au Nigeria? Non. Est-ce la France qui a fait Aboub Makam? Est-ce la France qui a créé le MOSOP, le mouvement de Logoni People, de Ken Saro-Wiwa, pendu le 10 novembre 80? Pardon, est-ce le Niger qui a fait cela? Non. Est-ce le Niger qui a missionné Mohamed Youssouf, un Nigérian du Borno qui a été tué le 29 juillet 2009 à Maïdougouri? Non. Est-ce le Niger qui a envoyé Aboubakar Shekau, un Nigérian, fondé Boko Haram, avant de mourir en mai 2021? Non. Il y a là une série de questions. Maintenant, quand il s'occupe du Bénin, d'abord, le président Tiani commence par balayer du revers de la main l'accusation de jalousie. Puisque la jalousie et l'envie sont du diable, et que le Niger se bat pour ressembler à l'être créateur, et puisqu'en plus le peuple béninois est un peuple frère du peuple nigérien, en quoi la prospérité du Bénin générait-elle le Niger? Eh bien, voici les faits qui sont reprochés à Talon. Là, j'ai documenté 9 faits précis. D'abord, il y a un premier constat que fait le président Talon et que tout le monde peut aller vérifier. Tout le nord du Bénin est sous le contrôle des terroristes, des mercenaires français et ukrainiens. Toute la zone nord du Bénin
est sous le contrôle des terroristes, des mercenaires français et ukrainiens. Voilà quelque chose de précis. Maintenant, il commence. Qu'est-ce qui prouve que Patrice Talon participe à la déstabilisation du Niger? Souvenez-vous du premier point, l'embargo contre le Niger. Patrice Talon a participé au blocage des produits pharmaceutiques nigériens. Il était un acteur actif, très actif, acteur de premier rang pour mener la guerre au Niger en 2023. Vous vous souvenez des réunions des états-majors. Deuxième élément incontestable, c'est 2024. Le ministre de l'eau et de l'énergie du Niger veut voir le président Tiani en mode autostop. Puisqu'il arrive à un moment où les collaborateurs du président Tiani sont absents et qu'on le fait recevoir par un ministre, il essaie d'obtenir au forceps une audience à la présidence de la République. Quand il ne l'obtient pas, il en fait un scandale. Alors que c'est un fait banal. Troisième fait, le Bénin bloque 50 véhicules des forces de défense et de sécurité du Niger au port de Cotonou. Et 10 blindés achetés par le Niger sont aussi bloqués. Ces blindés seront emportés par les Français dans leur navire Mistral. Il y a aussi... Alors, ces 50 véhicules ont été bloqués pendant 2 ans. Et c'est seulement au mois de décembre 2025 que le Niger a pu récupérer les véhicules qu'il a achetés depuis très longtemps. Ça, c'est le troisième groupe de faits. Si vous êtes un partisan de Patrice Talon, j'espère que vous êtes en train de prendre des notes. Quatrième point, le Bénin interpelle l'équipe de surveillance du chargement du deuxième navire de pétrole à Semekodji. Des fonctionnaires, des ingénieurs nigériens, de nobles personnes, sont arrêtés et traités comme des terroristes, jetés en prison aux côtés de bandits. Cinquième point, le Bénin expulse des diplomates nigériens comme des malfrats. Le Bénin expulse même un ingénieur nigérien de l'accès à SECNA, en les décrétant persona non grata. Dans la même période, 100 drones sont distribués aux terroristes au Bénin. 100 drones. Sixième point. Lorsque les Français sont expulsés via le Tchad, l'armée française j'entends, elle se reconstitue entièrement au Bénin. Septième chose, les forces spéciales françaises sont au Bénin et pendant que Talon était en train de le nier, Emmanuel Macron, lui, l'a reconnu. Huitième chose, en février 2025, à Gaya-Malanville, l'ambassadeur béninois qui a appelé à la réconciliation, au pardon, à l'acceptation mutuelle est viré par Patrice Talon. Parce que Talon ne veut pas de la réconciliation, il ne veut pas du pardon dont parle son ambassadeur, il le vire. Neuvième fait, de nombreuses bases de déstabilisation avec les instructeurs des forces spéciales, sont en place au Bénin. Et tout naturellement, neuvième élément de la déstabilisation du Niger par le Bénin, l'accusation sans preuve formulée contre le Niger, comme quoi le Niger serait derrière la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025 du lieutenant-colonel Tigri Pascal. Donc voilà les faits. Voilà les faits en vertu desquels le président Abdourahmane Tiani explique ici très clairement. Voilà les faits en vertu desquels le président Abdourahmane Tiani Voilà les faits en vertu desquels le président Abdourahmane Tiani considère objectivement Patrice Talon comme quelqu'un qui est un ennemi de la paix et de la souveraineté nigérienne. Alors, le président Tiani, en militaire de très haut niveau, pose le problème suivant. Puisqu'on veut tout faire pour associer Tigri au Niger, de la position de Tigri à Cotonou, où il faisait le coup d'État contre Patrice Talon, jusqu'à la frontière nigérienne, il y a 900 km. Mais de la position de Tigri jusqu'au Nigeria, il y a 25 km. De la position de Tigri jusqu'au Togo, en partant de Cotonou, il y a une centaine de kilomètres. Donc la question du président Tiani est la suivante. Un officier supérieur, qui plus est un membre des forces spéciales du style de Tigri, vers quelle destination avait-il intérêt à aller pour échapper le plus rapidement à ses ennemis? Est-ce qu'il avait intérêt à parcourir 900 km à l'intérieur du territoire béninois pour entrer au Niger?
ou plutôt 25 km pour aller rapidement au Nigeria, se mettre à l'abri, ou plutôt peut-être 100 km pour aller au Togo. Mettez-vous dans la tête d'un officier supérieur du rang de Tigri qui veut échapper à l'arrestation de Talon. Il se met à taper 900 km à l'intérieur du Bénin pour aller vers la frontière avec le Niger, partant de Cotonou, ou bien il trace directement au Nigeria qui est à 25 km, ou alors il trace plutôt au Togo qui est à 100 km de Cotonou. Donc, le président Tchiani lance un défi à Patrice Talon de venir invoquer les mannes, même les mannes du vaudou, ou d'invoquer Dieu le Tout-Puissant en disant « Je suis convaincu que c'est Abdourahmane Tchiani qui a organisé avec Tigri, ou même qui a soutenu Tigri, ou qui connaissait Tigri, qui a tenté de me renverser. » Toujours à cet endroit précis, le président Tchiani, qui rappelle que le mensonge a beau courir et la vérité finit par le rattraper, se demande en quoi le Niger, un pays d'1,267,000 km², peut jalouser le Bénin, un pays de 114 000 km², dont la taille fait la région nigérienne de Dosso. Pourquoi le Niger va être jaloux du Bénin? Tout le monde voit la disproportion géographique entre les deux pays. Pourquoi l'un va être jaloux de l'autre? Si le Bénin se développe, n'est-ce pas à l'avantage du Bénin et du Niger? Si le Niger se développe, n'est-ce pas à l'avantage du Niger et du Bénin? Dans tous les cas, quand vous avez un État voisin qui se développe, ça déteint nécessairement sur vous. Et le président Tchiani de demander au passage à Patrice Talon, mais qui a déporté le grand héros du Bénin, Béhanzin, jusqu'en Algérie où il est mort au début du XXe siècle? Qui a déporté Béhanzin? Ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui les protecteurs, entre guillemets, de Patrice Talon, les néocolonialistes français. Alors là, le président Tchiani va mettre vraiment un véritable pavé dans la mare. C'est qu'il va décrire avec une telle finesse le dispositif, le matériel militaire français au Bénin. Voici l'équation telle qu'elle se présente, nous dit le président Tchiani. Il y a une vingtaine d'instructeurs militaires français au Bénin. Mais s'il y a une vingtaine d'instructeurs militaires français au Bénin, expliquez-nous pourquoi il y a 13 avions militaires français qui opèrent en permanence au Bénin. Quels sont ces 13 avions? Le président Tchiani les a décrits. Il y a 5 Beechcraft. Il y a 3 A330. Il y a 2 C130. Et il y a des avions légers de reconnaissance qu'on appelle les Bravo Echo 300. Le président Tchiani est entré dans le détail de ces avions qui sont chargés de la surveillance aérienne, de la guerre électronique, de l'écoute, du transport et qui servent même de PC, donc de centre de commandement aérien. Le président Tchiani dit, est-ce que vous pensez vraiment que 20 instructeurs militaires français auraient besoin de 13 avions qui font de la surveillance, de la guerre électronique, de l'écoute, du transport de troupes, avec un PC de commandement aérien? Est-ce qu'une telle armada se déploierait seulement pour 20 hommes? Réponse évidente de l'officier et qui s'impose à toute personne douée de sens logique, les 20 instructeurs ne suffisent pas à justifier la masse des appareils basés à Tourou et qui font des va-et-vient aux coordonnées 10 degrés 18 minutes 07 secondes nord, 1 degré 56 minutes 36 secondes est. Le président Tchiani précise l'endroit où ils viennent à Tourou et de rappeler qu'ils viennent systématiquement la nuit, à partir de 1h du matin. Toutes leurs opérations se font la nuit à partir de 1h du matin. On est donc obligé de supposer que ces avions transportent tout naturellement des troupes beaucoup plus différentes et hétéroclites que les seuls 20 instructeurs militaires français. Ces avions transportent des armes, ces avions transportent du matériel de guerre pour punir les pays de l'Alliance des États du Sahel d'avoir quitté l'escarcelle du néocolonialisme français. Ces avions ne peuvent pas se justifier par la seule présence d'une vingtaine d'instructeurs français. Une vingtaine d'instructeurs n'a pas besoin de 13 avions. Il faut nécessairement que ces avions servent, bien sûr, à une troupe plus élargie. Et c'est par là qu'on comprend le grand activisme terroriste qui se déploie dans la partie nord du Bénin.
Voici des données qui ont fortement troublé, nous dit-on dans la presse française, la DGSE. La DGSE qui, devant les précisions apportées sur la composition du matériel, eh bien, des troupes néocolonialistes françaises au Bénin, en sont venus à s'en émouvoir et à dire que cette fois-ci, les accusations du président Tiani révélaient des failles dans le dispositif, eh bien, stratégique français. Le président Tiani ne laisse pas talon. Il finit avec talon à travers une anecdote numérique et chiffrée. Une anecdote numérique et en lettres. Une anecdote rédigée en nombres et en lettres. D'abord, il demande à M. Talon de dire aux Béninois qui est-ce qu'il a reçu le 27 janvier 2026 de la part de M. Macron. Est-ce que Patrice Talon peut expliquer qui il a reçu comme émissaire de la part de M. Macron, le président français, le 27 janvier 2026. Ensuite, puisque Patrice Talon prétend faire le bilan de son mandat, le président Tiani lui demande d'expliquer les codes suivants. 1 AK, 1 P, AK, 1 HP, 2 HP, ratio du périmètre 76, 15, 9, périmètre 555 km². Mise en œuvre 1982, fin 1998, total 22 millions. Le président Tiani demande à Patrice Talon d'expliquer de quoi il est question dans cette affaire, tout naturellement au Béninois. Il s'agit d'une opération clairement frauduleuse. C'est une opération honteuse dont Talon a été responsable et dont le président Tiani rappelle les coordonnées, histoire de dire à Talon qu'il nage, mais on voit son dos. Pardon. Histoire de dire à Patrice Talon qu'il nage, excusez-moi mes chers amis, histoire de rappeler à Patrice Talon qu'il nage, mais on voit parfaitement son dos. Bon. Maintenant, la deuxième partie de la démonstration, selon la théorie falsificationniste popérienne du président Abdourahmane Tiani, se déploie sur la Côte d'Ivoire de Ouattara. Le président Tiani rappelle qu'il était en Côte d'Ivoire quand des Ivoiriens avaient fui la Côte d'Ivoire. J'espère que vous savez qui avait fui, c'est Ouattara Draman, le roi de la béousserie, le roi de la détalade, le roi, eh bien, du sauve-qui-peut, le maître du sauté-clôture. Le président Abdourahmane Tiani, alors officier nigérien, a dirigé le commandement d'un bataillon nigérien, à l'époque donc de la CEDEAO, de la MICESI, de l'UNESI. Il était en Côte d'Ivoire le 4 avril 2004, dans le cadre de l'ONUCI. Il avait un PC à Zambakro, qu'il commandait, un PC à Prikro, puis à Daoukro. Il dirigeait la section nigérienne et était aux côtés de la section ghanéenne qui est intervenue à Korogo en juillet 2004, en Côte d'Ivoire, pour la paix. Le président Tiani rappelle qu'il connaît les cours d'eau de Côte d'Ivoire, comme le Nzi, le lac Kossou, la Komwe, ou le Bandama. Il rappelle qu'il a fait le parcours de Daoukro à Mans, d'Odiéné à Danané, pratiquement jusqu'à la frontière libérienne, qu'il est passé par tout le Pleu, Daloa, Vavois, Séguéla, Daloa, Issia, Mama, Tumodi, et qu'il a fait l'itinéraire qui va de Daoukro à la frontière ghanéenne. Il est allé de Daoukro à la frontière ghanéenne, et même de Daoukro jusqu'à Abidjan. Bref, le président Tiani, par cette présentation, montre très clairement à Alassane Dramane Ouattara qu'il connaît la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, qui voulait envoyer un bataillon de 1100 hommes pour dégommer Tiani, il devrait savoir que Tiani connaît mieux le terrain ivoirien que lui, Ouattara, ne connaît le terrain nigérien. Il n'y a pas beaucoup d'officiers ivoiriens qui connaissent le terrain nigérien comme Tiani connaît le terrain ivoirien. C'est un message implicite qu'il glisse à Ouattara. Histoire lui dit, tu ne fais que me chercher, mais moi je sais où te trouver. Je sais comment te trouver. S'il faut te trouver, je sais. Puisque je connais la Côte d'Ivoire en tant que militaire mieux que toi. Mieux que toi, Ouattara.
C'est ça le message. Hein. C'est tu cours, mais, tu nages, mais je vois ton dos. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, j'ai crapahuté avec mes hommes. Et le président Tchani de révéler au passage quelque chose via la période ivoirienne. Les forces françaises pillaient la Côte d'Ivoire. Oui, le président Tchani est un témoin oculaire des événements. Il dit que c'est la France qui a pillé la BCEAO à Korogo, à Bouaké. Ce sont des Français qui ont pillé. Et que plusieurs soldats français se sont servis en CFA, mais ils ne pouvaient pas venir avec ces CFA en France. Parce qu'ils auraient eu du mal, tout naturellement, à les convertir en euros. Ils ont donc utilisé cet argent sur place en Côte d'Ivoire, sur place en Afrique de l'Ouest. Et il est à prévoir que beaucoup se sont offert des propriétés avec cet argent volé. Beaucoup de ces soldats français se sont offerts des propriétés avec cet argent volé. Et un jour, une enquête ivoirienne devra vraiment les débusquer tous et les déposséder à juste point. Le président Tchani ne s'arrête pas là. Il s'adresse à Ouattara en disant « Tu veux ma peau ?» Mais ce sont les Nigériens qui ont sécurisé Alassane Ouattara à l'hôtel du Golfe. Le président Tchani a passé 8 mois en Côte d'Ivoire. Et comment Alassane Dramane Ouattara remercie-t-il le Niger de lui avoir sauvé la peau? Eh bien, là encore, le président Tchani commence ses précisions monumentales. Il dit, Alassane Ouattara sait ce qui s'est passé les 6, 7, 8 août 2024 à l'hôtel du Golfe. Alassane Ouattara sait ce qui s'est passé le 8 à Jacquesville. Alassane Ouattara sait ce qui s'est passé les 28 octobre et 27 novembre 2024 au 43e Dima. Alassane Dramane Ouattara sait ce qui s'est passé entre juin et juillet 2025 à Korogo, dans la 4e région militaire. Alassane Dramane Ouattara sait ce qui s'est passé en 2026 au 3e bataillon de Bouaké, à Sokura, près de Bouaké. Le président Tchani continue à donner des précisions de quoi empêcher Ouattara de dormir. Il continue. Les 16, 17, 18, 19 juillet 2025, Alassane Ouattara sait ce qui s'est passé à l'hôtel des armées, dans le plateau d'Abidjan. Alassane Dramane Ouattara sait ce qui s'est passé lors de rencontres entre des représentants français, ivoiriens et béninois le 18 juillet 2025. Et le président Tchani de dire que Ouattara sorte pour dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé à ces jours-là. Tout comme il évoque la question du financement de l'attaque. En rappelant que, en décembre, Patrice Talon a donné 90 millions à Toku Bokoy, le 8-9 décembre 2024, pour l'achat de 500 motos pour les terroristes. Et qu'il y a eu un montant de 300 millions pour les terroristes qui ont attaqué le Niger le 29 janvier. Alassane Ouattara, le président Abdourahmane Tchani rappelle que le 31 décembre 2024, le contrat entre Talon et les terroristes prenait fin et ceux-ci, mécontents que Talon ne les ait pas correctement payés, attaquaient le Bénin par 2 fois, le 8 janvier 2025 et le 17 avril, faisant des dizaines de morts. Là, ce sont des précisions millimétrées. Donc, le président Abdourahmane Tchani, à travers ces faits, qu'est-ce qu'il a voulu faire? À travers ces faits précis qu'il a évoqués, qu'est-ce qu'il a clairement voulu faire? Il a voulu, en fait, rabattre pour toujours le caquet aux partisans des 3 présidents cités. Devant l'extraordinaire précision des révélations du président Abdourahmane Tchani, l'application du principe popérien de falsifiabilité nous permet de dire ici qu'il a fait œuvre de scientificité. Il a été scientifique. Maintenant, il appartient à la partie adverse et à ses porte-paroles qu'on trouvait. Il appartient à Macron, à Talon, à Ouattara Dramane de venir répondre de la précision millimétrée, de la précision
incontestable des accusations nigériennes. Le président du Niger a fait remarquer que le Burkina Faso et le Mali ont déjà accusé de manière aussi précise et aussi claire la France de soutenir des terroristes contre les forces armées sahéliennes. Et qui a fait blocus au niveau du Conseil de sécurité pour la confrontation des preuves, c'est la France. Cette fois-ci, le président Tiani dit qu'il a donné autant que possible d'indices, mais que il faut, en réalité, il a utilisé une expression que je voudrais absolument vous souligner, pour expliquer pourquoi il ne dit pas tout. Il va donner, le président Tiani utilise une expression que je voudrais vraiment citer. Il donne une expression que je voudrais citer et que j'ai notée, voilà. Ok. Il explique pourquoi il ne va pas plus loin. Et il le dit dans une expression, alors, il y a des preuves que nous n'exposons pas pour ne pas exposer. Il y a des preuves que nous n'exposons pas pour ne pas exposer. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire le président Abdourahmane Tiani? C'est-à-dire qu'il a des moyens d'information très avancés contre les ennemis de l'Alliance des États du Sahel. Et s'il allait plus loin dans le détail des preuves, ses ennemis seraient capables de se rendre compte de comment lui s'est informé. Voilà pourquoi il y a des preuves que nous n'exposons pas pour ne pas exposer. C'est-à-dire pour ne pas griller les sources. Donc, moi je conclus mon analyse de l'interview monumentale du président Abdourahmane Tiani. C'est une interview frappée au coin des 3 valeurs fondamentales de la civilisation africaine, la vérité, la justice et la solidarité humaine. C'est une interview qui contribue à clarifier l'accusation du 29 janvier 2026 contre le président Macron pour la France, le président du RHDP Ouattara pour la Côte d'Ivoire et le président fantoche du Bénin, Patrice Talon, qui, comme vous le savez, sera tout naturellement talonné jusqu'à son étalement. Ces accusations, cette fois-ci, ont été précisées. Elles ont été tellement précisées, je vous le rappelle, que la presse parisienne, la presse d'intelligence parisienne, pour une fois, salue le président Abdourahmane Tiani. On reconnaît la qualité du renseignement nigérien. La précision avec laquelle, par exemple, il décrit le dispositif français au Bénin n'était pas prévue par les stratèges français. Or, ce dispositif est un dispositif d'ingérence. Au moment où M. Macron gèle tous mes avoirs en France afin de procéder à l'assassinat symbolique de ma famille et même réel, au motif que je ferai ingérence alors que je suis encore citoyen français et que j'ai le droit de parler de tout sujet politique qui m'intéresse à travers mes livres ou à travers mes conférences. Voici les preuves données par le président nigérien de l'ingérence de la France dans les affaires africaines. De la participation active de la France, de Macron, comme avant lui, celle de Hollande, ou celle de Sarkozy, ou celle de Chirac, ou celle de Mitterrand, ou celle de Pompidou, ou celle de De Gaulle, à la déstabilisation intérieure de nombreux pays africains. En fait, la grande question c'est, qui fait de l'ingérence dans les affaires africaines plus que la France? Là, l'intervention du président Abdourahmane Tiani permet seulement de savoir qu'il en sait suffisamment sur le dispositif de la France en Afrique. Parler de ce dispositif de la France en Afrique, ce n'est pas de l'ingérence. Cela relève du domaine de la défense de la souveraineté africaine. On ne parle pas là du dispositif de la France en France. On parle du dispositif de la France en Afrique, là où elle n'a pas le droit d'avoir des militaires. Là où elle n'a pas le droit d'avoir des troupes néocoloniales. Où est l'ingérence quand les Africains demandent tout simplement à l'armée française de retirer ses pieds du sol natif des Africains? Où est l'ingérence? Elle est où, l'ingérence? L'ingérence consiste à dire à l'armée française de quitter le Bénin. C'est ça l'ingérence?
de quitter le Gabon, de quitter le Sénégal. L'ingérence consiste à dire au groupe de mercenaires français en civil de rentrer à Paris. C'est ça l'ingérence? Non, non. Nous nous mêlons simplement de dire ce que l'Afrique ne veut plus. Nous ne voulons plus de l'occupation militaire visible ou invisible de la France. Pourquoi? Parce que nous, Africains, et par extension les gouvernements africains, les armées africaines n'occupent pas la France. Il n'y a pas de réciprocité dans cette histoire. Ça ne se fait pas. L'interview du président Abdourahmane Tchiani, en fait, vient mettre un terme au doute raisonnable que certains pouvaient entretenir après les propos tenus par le président Abdourahmane Tchiani le 29 janvier 2026 sur le tarmac de l'aéroport Amani Diori ou de la base 101 à Niamey. Maintenant, tout est clair. Qu'il parle encore. Maintenant, tout est clair. Qu'ils parlent encore. Qu'ils viennent nous dire quel est leur dispositif au Bénin. Qu'ils viennent nous dire, Talon, quels sont les soldats béninois qui sont en lutte dans le nord. Où sont leurs camps? Qu'ils viennent nous dire, Talon, et répondre aux précisions que le président Tchiani a données, avec les codes. Qu'ils ne se contentent pas d'envoyer Humbe, le charmeur de serpents, l'hypnotiseur, dire que tout ça c'est de la jalousie. On n'est pas ici dans le sentiment. Il y a ici précision factuelle. Qu'ils viennent parler, le porte-parole de Ouattara, ou Ouattara lui-même, qui d'ailleurs est allé prendre de nouvelles instructions sur son jeune maître à Paris. Qu'ils viennent parler. Le président Tchiani a précisément décrit le rôle nocif des uns et des autres. En cela, nous le saluons parce qu'il facilite le travail des analystes politiques que nous sommes. Là, on n'a pas besoin d'aller chercher entre les lignes. Là, on n'a pas besoin de faire une analyse projective, une analyse par supposition ou par hypothèse. Le président Tchiani est factuel. Il est empirique et plus qu'empirique. Il dit les choses de telle façon qu'il soit possible de falsifier sa théorie, de le prendre en défaut et de dire qu'il a tort. En cela, il fait œuvre de science. Il fait œuvre de vérité, précisément en cela. Il fait vraiment œuvre de vérité. Mes chers amis, je vous remercie, je vous souhaite un excellent dimanche, où que vous soyez à travers le monde. La lutte pour l'émancipation africaine continue.